Monsieur Christin, bonjour. Bonjour. Vous venez d'intervenir sur des thèmes, alors pour reprendre les mots dans l'ordre ou dans le désordre, il y avait les notions de résistance, de pouvoir, de légitimité ou d'illégitimité. Oui. Comment est-ce que tout cela se concocte pour vous? Alors en fait c'est un point de vue d'historien, un point de vue d'historien du XVIe siècle qui je partais de l'idée que quand même l'histoire du protestantisme s'écrit dans la résistance à la persécution. Partout, dans le Saint-Empire, dans les Pays-Bas du Sud, dans le souverain et Charles Quint, en Italie, en France, un peu partout, c'est d'abord une histoire de fer, de feu, de persécution et de martyrs. Et donc le protestantisme, les protestantismes, le luthéranisme, le calvinisme vont être les lieux d'invention de moyens de résister à ces persécutions et de justifier cette persécution. Premier moyen, ça va être de condamner la violence et de condamner l'usage de la force et tout ce qui est forcement des consciences. C'est pas en forçant les consciences qu'on va faire des bons chrétiens, disent presque tous les auteurs du XVIe siècle. Au mieux, on fabriquera des hypocrites ou on fabriquera des gens qui feront semblant d'être convertis. Avec cette phrase magnifique de Castellion qui dit « Tuer un homme, ça n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme ». Voilà. Une phrase qui reste d'actualité et qu'on pourrait adapter à beaucoup de défis d'aujourd'hui. Deuxième réponse du protestantisme, ou des protestantismes, ça va être l'exil. Fuir la persécution, fuir les persécutions de la Saint-Barthélemy, et c'est l'histoire du refuge. Les protestants français, des centaines de milliers, qui trouvent refuge en Suisse, dans les cantons suisses, à Genève, qui n'est pas la Suisse à l'époque, ou dans le Saint-Empire romain, et notamment, ou en Angleterre, et notamment dans la région de Berlin, énormément Francfort, et puis beaucoup Berlin, et après la révocation de l'édit de Nantes, 200 000 Français, 200 000 citoyens sujets du roi de France s'enfuient. Et là, ça pose des nouveaux problèmes. C'est quel est le statut de ces gens quand ils arrivent? Quand ils arrivent à Genève, quand ils arrivent à Francfort, quand ils arrivent à Berlin, est-ce que ce sont des choses? Est-ce que ce sont des animaux sans droit qu'on peut mettre en prison, priver de nourriture, priver de droit de travailler? Ou est-ce qu'il faut les considérer comme des citoyens pas attachés non nationaux ou des citoyens de telle ville ou des habitants jouissant d'un certain nombre de garanties, d'un certain nombre de libertés. Peut-être pas des citoyens au sens propre, mais des gens, des sujets de droit. Et ça, c'est très important parce que dans le droit européen, ça va changer la manière dont on considère les migrants et qu'on considère les personnes déplacées jouissent de droits. Là aussi, il me semble que c'est un sujet d'actualité assez fort. Voilà, quels sont les droits des personnes? Le dernier point que je soulevais, c'est la question de la résistance au pouvoir en lui-même. Les auteurs protestants partent des épîtres pauliniennes, tout pouvoir vient de Dieu, tout pouvoir est instauré par Dieu. Alors peut-on s'opposer à un monarque ou peut-on s'opposer à un prince ou à un empereur qui a été instauré par Dieu? Et comment faire et comment le justifier? Et c'est le point de départ de toute une réflexion philosophique cette fois sur qu'est-ce que c'est que la résistance légitime, qu'est-ce que c'est que la résistance légitime au pouvoir? Donc le protestantisme, les protestantistes du XVIe siècle vont inventer l'idée que le pouvoir n'est pas instauré par Dieu, mais le fruit d'un contrat entre le prince et les gouvernants, qu'on retrouvera plus tard chez Jean Bodin, etc., ou chez Thomas Hobbes. C'est un contrat pour protéger l'obéissance en échange de la protection, la sécurité contre le respect. Si le prince ne respecte plus sa part de contrat, alors les sujets, s'il devient persécuteur ou s'il oblige à adorer des idoles, alors les sujets sont libérés de leur obligation d'obéissance. Et ça, le protestantisme invente ça. Là aussi, il me semble qu'on a des exemples d'actualité très très forts. Jusqu'où est-on obligé d'obéir à un pouvoir persécuteur? Oui, et c'est une question qui est sans cesse reposée au final et qui est dans une forme de modernité totale, même aujourd'hui. Absolument. C'est le moment où on va définir les limites du pouvoir et à partir de quand un pouvoir légitime, un prince qui est arrivé au pouvoir normalement, pas un usurpateur, eh bien même ce prince légitime, le pouvoir a des bornes. Et les bornes, on va les définir dans le droit des sujets, dans le droit des États sur lesquels ils s'exercent et dans des limites écrites, qui paraissent un très très grand changement. Et c'est aussi le sens un peu de l'intervention du président Macron hier, quand il parlait qu'il s'adressait aux protestants en disant d'être également restés des vigiles, des lanceurs d'alerte. On peut l'entendre dans ce sens-là aussi? Exactement, lorsqu'il a conclu en disant « ne désertez pas le désert », l'intervention du président Macron, elle est complètement dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on peut être minoritaire, on peut constituer une minorité, on n'en constitue pas moins un aiguillon, une vigie, un lanceur d'alerte à sa façon. Et les protestantismes ont historiquement joué un très grand rôle durablement comme, pas de dénonciateurs, j'aime pas l'expression, mais comme ceux qui dénonçaient les injustices, dénoncent l'injustice, pas des délateurs, mais dénonciateurs de l'injustice. Merci beaucoup, monsieur. Merci.